Bienvenue à ce cours sur la réaction d'hydrohalogénation, d'hydratation et d'halogénation via le mécanisme d'addition électrophile. On avait déjà parlé de l'addition électrophile lors du contrôle 1 concernant l'hydrohalogénation et on avait dit que ce mécanisme-là était présenté dans votre cahier de nomenclature à partir de l'annexe C. Et donc, je suis présentement avec les images de votre annexe C. Si vous les avez avec vous, vous pouvez donc analyser ces mécanismes-là que vous devez savoir pour l'examen, le contrôle 2, et même si on l'avait vu au contrôle 1 pour l'addition électrophile de l'hydrohalogénation. Ce mécanisme-là, à la page C2, c'est le même qu'avant, okay? Vous le savez, et donc je ne le vous représente pas. Maintenant, la seule particularité, c'est que vous devrez vous poser la question, lorsque vous allez attaquer un acide HX, parce qu'on veut hydrohalogéner, ça pourrait être un halogène qui est du brome, du chlore, de l'iode, vous devrez vous poser la question, lequel des deux carbones va se retrouver sous forme de carbocation, parce qu'il est le plus substitué, donc il donnera un carbocation le plus stable. Ici, on avait fait par exprès pour mettre 4 hydrogènes identiques, pour pas que vous ayez à vous poser la question, et donc que peu importe le carbone que vous choisissiez, ça donnait le même intermédiaire. Mais à l'avenir, on va le changer. Et donc, vous allez le repratiquer dans les prochaines semaines. Passons donc au mécanisme d'hydratation d'un alcène, et un alcène qui est, cette fois-ci, présenté à la page C3. Encore une fois, ce mécanisme-là triche un tout petit peu parce que l'alcène est symétrique. Si vous regardez, si je place un plan de symétrie au centre, chaque côté, c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas à vous poser la question, lequel des deux carbones va former le carbocation le plus stable. Mais vous n'aurez pas le choix de le faire pour donner la bonne réponse dans des problèmes plus complexes. Concentrons-nous ici seulement sur le mécanisme d'addition électrophile appliqué à la réaction spécifique de l'hydratation, c'est-à-dire l'ajout de l'ajout de H2O sur un alcène. Okay? On prend la réaction de départ, ou le réactif de départ, pardon, un alcène, et à la fin, complètement à la fin ici, on obtient un alcool. L'alcène a disparu, mais le squelette qui appartenait à l'alcène est encore là. Tout ce qu'on a fait, c'est briser le lien double et on a rajouté H2O. Le OH a été sur un carbone et le H sur un autre carbone. On va se poser la question, exactement comme on avait vu sur le mécanisme général de l'addition électrophile, quelle portion de H et de OH va se retrouver à quel endroit? Eh bien, si on polarise le lien entre un H et un oxygène, c'est l'oxygène qui est électronégatif. Et donc, à ce moment-là, si on se rappelle bien, la partie qui était la partie nucléophile et la partie électrophile se retrouvent sur des carbones différents. Par exemple, le nucléophile, la partie ici OH, se retrouvait sur le C le plus substitué et l'électrophile sur le C le moins substitué. Malheureusement ici ça ne s'applique pas parce que tous les deux carbones qui sont ici sont substitués avec un carbone et donc les deux sont identiques. Gardez quand même à l'esprit que H2O, on devrait le séparer comme ceci. Regardons le mécanisme plus spécifiquement de l'hydratation. La double liaison. Vous pourriez briser la double liaison en amenant les électrons sur un des deux carbones et ensuite aller attaquer un des hydrogènes de l'espèce qui n'est pas H2O, car H2O n'est pas assez un électrophile puissant pour que la réaction fonctionne. Il faut utiliser H3O+, qui est un acide, une espèce positive, donc un très bon électrophile, pour que la réaction se fasse. La double liaison, on l'avait vu, c'est un nucléophile, et ça prend un électrophile plus puissant que seulement H2O. Mais, on va le voir plus tard, l'acide qui est utilisé, ou le H qui est utilisé, va être régénéré.
au cours de la réaction, et donc ce n'est qu'un catalyseur qui est utilisé. Vous n'aurez pas le choix. Quand vous allez écrire H2O comme ça, ou H3O+, pardon, vous n'aurez pas le choix. Si vous faites un nouveau lien avec l'hydrogène, vous devrez briser le lien HO. À ce moment-là, vous prenez les deux électrons et vous les redonnez à l'oxygène qui retrouve ces doublets et donc il redevient neutre. Le carbone qui était ici, le carbone a acquis un H et le carbone qui est ici, lui a perdu les électrons de la double, devient un carbocation. Ça, c'est la première étape. On forme le carbocation le plus stable possible, majoritairement. La deuxième étape, l'eau qu'on vient tout juste de former, de par le doublet sur l'oxygène, peut être considérée comme un nucléophile. Et le carbocation, parce qu'il est positif, comme un électrophile. Le nucléophile attaque toujours l'électrophile sur la charge positive directement ou sur le manque d'électrons, et on forme un nouveau lien. Ces deux groupements H et CH3 descendent, et comme l'oxygène a un lien de trop, il se retrouve à être chargé positivement. Comme dernière étape, la molécule d'eau, une molécule d'eau qui se retrouve dans le solvant, peut venir chercher, grâce au doublet de l'oxygène, un des deux hydrogènes de l'ion ici. Et donc, s'il va le chercher, le lien OH se brise, redonne les électrons à l'oxygène, qui redevient neutre avec ces deux doublets. Et on régénère H3O+, parce que c'est H2O qui est allé chercher un H+. Si H3O+, est régénéré à la fin alors qu'il était investi au départ, on appelle ça un catalyseur, tel que mentionné ici. Un petit nom que vous devriez apprendre, l'alcool protoné. C'est cette espèce-là ici, où c'est comme si on avait un OH, une fonction COH qui est un alcool, qui a reçu un H+, ou que l'oxygène de l'alcool est allé chercher un H+, c'est donc un alcool protoné. On se revoit tout à l'heure pour le mécanisme de la dihalogénation. Alors, re-bienvenue à notre vidéo sur le mécanisme de l'addition électrophile. Et cette fois-ci, nous allons l'appliquer à la réaction de dihalogénation, c'est-à-dire placer deux halogènes sur une double liaison. On est toujours dans le cahier de nomenclature à l'annexe C et on se retrouve, pardonnez-moi, à la page C4. Nous allons, dans cette page-là, créer l'halogénation ou la dihalogénation d'un alcène via le mécanisme d'addition électrophile. Donc, encore une fois, on a choisi une double liaison qui est symétrique de chaque côté. Ça vous simplifie le travail, car vous n'avez pas besoin de vous poser la question à savoir quel est le carbocation le plus stable, car toutes les deux ont le même degré de substitution. Maintenant, pour la première étape de la dihalogénation, nous devons examiner le dihalogène qui est utilisé pour la réaction. Un dihalogène, normalement, que ce soit 2 chlore, 2 brome ou 2 iode, c'est une liaison qui est non polaire entre les deux halogènes. Par contre, il est possible de polariser cette liaison-là de façon momentanée, c'est-à-dire que un des deux atomes pourrait momentanément être un petit peu plus positif et l'autre un petit peu plus négatif. Ce qui ferait qu'on créerait quand même un réactif qui aurait le look partie électrophile et partie nucléophile. À ce moment-là, on appelle ça une espèce qui est facilement polarisable. Une double liaison, à ce moment-là, pourrait agir en nucléophile pour attaquer la partie électrophile de Br2I2 ou Cl2. Je le fais comme je l'ai fait depuis le début. Je prends les électrons sur un carbone, je les place sur l'autre et finalement j'attaque la partie électrophile.
C'est donc sur ce carbone-là que je retrouverai un brome éventuellement. Si je fais une nouvelle liaison avec le brome, la liaison avec l'autre atome de Br doit absolument être rompue. On obtient un brome moins et une nouvelle liaison carbone-brome. Bien sûr, le H et le CH3 ont descendu pour laisser la place à la forme tétraédrique de ce carbone-là. Comme le carbone initial a perdu ses électrons au profit de l'autre lors du bris de la double liaison, un des deux se retrouve un carbocation. Maintenant, cette espèce-là ne vit pas très longtemps. Pourquoi? Parce que le brome qui est lié au voisin du carbocation assiste dans la stabilisation du carbocation. On avait parlé que c'était principalement l'hyperconjugaison des liens qui étaient sur le voisin qui stabilisait un carbocation. Eh bien, ici, c'est un effet encore plus puissant lorsqu'on a un atome qui est porté par un voisin d'un carbocation qui a des doublets. Eh bien, cet atome-là peut facilement les partager dans le carbocation. Et il le fait automatiquement. À ce moment-là, le brome qui était déjà lié à un carbone, s'il prête un autre doublet à quelqu'un d'autre, il se retrouve avec seulement deux doublets et il devient positif. D'où la charge positive ici. À ce moment-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle un ion, qui n'est plus un ion qui est sur le carbone, mais un ion qui est sur le brome. Alors on appelle ça un ion bromonium, car c'est un ion de brome positif. Si c'était du carbone, pas du carbone, c'était du chlore, pardon, on appelle ça chloronium. Et si c'était de l'iode, iodonium. Donc ce sont les trois ions, le brome, bromonium, chlore, chloronium et iode, iodonium. Une fois que le bromonium, ou l'halogénium si vous voulez, est formé, il forme un pont. Donc on appelle souvent ça un ion bromonium ponté. Maintenant, il doit être brisé, ce pont-là, si vous voulez, et il le sera par la partie qui était nucléophile au départ. Celle-là ici, là, qui était rendue ici à droite. L'attaque se fera par en dessous, parce qu'il ne peut pas attaquer quelque chose au-dessus. Alors vous allez me dire, il est positif, et lui il est négatif, ça devrait s'attirer, sauf qu'il n'y a pas moyen de faire un nouveau lien avec le brome. Là. Il serait lié à trois choses, il serait doublement positif, ça ne marche pas. Le brome doit impérativement retrouver des électrons pour redevenir neutre. Pour pouvoir lui redonner des électrons, il doit impérativement briser une de ces deux liaisons. Et pour la briser, le nucléophile doit venir par en dessous, par en arrière, il n'y a pas d'espace ici pour se lier au carbone, il doit impérativement passer par en dessous pour briser la liaison. Et là, le brome se retrouve ses trois doublets, tel qu'ici, et celui qui est passé par en dessous a fait grimper le CH3 et le H vers le haut, et il s'est installé en bas. On se retrouve avec, dans ce cas-là, une attaque qu'on appelle anti. On voit le produit anti a été obtenu. Anti pourquoi? Parce que les deux bromes, ou en fait je devrais l'appeler les deux X, sont initialement à 180 degrés l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle en conformation décalée. Si vous regardez, si on regarde par ici, on obtient le brome en bas, le CH3 ici et le H, et en arrière, brome en haut, CH3 à gauche et H. Et donc on a une belle conformation décalée. C'est toujours la première chose qu'on obtient. On obtient le brome en haut, le brome en bas, ou l'iode, ou le chlore, peu importe, en conformation décalée. Souvenez-vous de ce mécanisme-là, c'est impérativement par l'ion bromonium ou l'ion halogénium qu'on passe, et les deux halogènes se retrouvent sur des faces différentes immédiatement à la fin de la réaction. Bien sûr, ensuite, ça tourne. Ils vont peut-être pouvoir se retrouver du même côté éventuellement, parce que la liaison CC peut tourner,
mais à la fin de la réaction, ils sont du même côté. Bon travail.